Bonjour et bienvenue sur le plateau d'AMTV. Nous allons nous intéresser à l'industrie du luxe avec une question qui se pose: pourquoi ce secteur déjoue toutes les crises? Avec nous pour en parler, Marie Desjeux, bonjour. Bonjour. Vous êtes auteur de L'exigence collective du luxe français, une note publiée par la Fabrique de l'Industrie qui se prête vraiment à une interview plutôt sympa. Alors avec vous, on va parler de cette industrie du luxe un petit peu mystérieuse et pourtant. Tout d'abord, première question, pourquoi et comment vous avez monté cette étude? Bien, merci de me recevoir. Donc, cette étude, elle a émergé suite à une question. C'était: pourquoi le luxe parvient-il à exporter autant? Quand on entend dans les médias qu'il y a une nouvelle création de manufactures de la part de Hermès ou Louis Vuitton, quand on entend que le luxe, c'est un de nos fleurons, c'est le fleuron de notre économie, comment cela se fait alors que le reste de l'industrie peine à reprendre son souffle? On a encore du mal à avoir une dynamique de réindustrialisation malgré de nombreuses politiques industrielles. Et donc l'intérêt de cette étude, c'était de comprendre quels étaient les facteurs de ce succès. Et donc, suite à cela, j'ai été chargée donc, de réaliser cette étude. Et pour réaliser celle-ci, j'ai d'abord commencé par interroger les acteurs et experts de ce secteur un petit peu particulier. On appelle ça secteur, mais à proprement parler, ce n'est pas un secteur, c'est seulement un segment de plusieurs filières. Et donc forcément, ça répond à des logiques différentes et il faut bien comprendre les différentes filières pour comprendre comment elles sont passées sur du haut de gamme et pourquoi la France est devenue un emblème international du luxe sur le marché international, pourquoi c'est la France qui prédomine. Donc après avoir discuté avec les acteurs et les experts, je suis passée sur la littérature qui est quand même présente, mais assez restreinte par rapport à d'autres filières. Et donc l'objectif, c'était vraiment de retracer tout ce parcours-là depuis le XVIe siècle. Finalement, qu'est-ce qui a fait que le luxe a pu persévérer, se développer, se défendre, malgré les crises, malgré les changements économiques, et pour atteindre ce point culminant qu'a été 2023. Marie, vous arrivez à accrocher le lectorat dès le XVIIe siècle en parlant des Médicis et du luxe qui va arriver? Oui, tout à fait. Donc, on retrace avec les Médicis déjà un début de partenariat avec un joaillier, Mellerio. Et puis ensuite, on retrace avec Colbert un début d'industrie du luxe avec la création de manufactures royales qui est accompagnée de métiers d'inspecteurs pour vérifier la qualité des produits qui sortent de ces manufactures. Et enfin, nous avons le 19e siècle où là, il y a le véritable essor de cette industrie avec la création de nombreuses maisons qui sont encore d'actualité, dont Hermès. Et par ce 19e siècle, en fait, deux grands axes se sont joués. Tout d'abord, il y a eu la partie où la France a été contrainte de réduire son commerce maritime avec la guerre napoléonienne et face aux Anglais. Et donc face à cette perte du commerce maritime, ils se sont spécialisés dans des produits haut de gamme pour compenser les pertes de ce marché et ils ont trouvé au sein de la bourgeoisie européenne une demande favorable à ces produits. Et puis avec la monarchie de Juillet lors du 19e siècle, une politique favorable a été mise en place pour créer de nouvelles maisons de produits haut de gamme. Et enfin, tous les événements qui se sont déroulés à la fin du 19e siècle, en particulier avec les expositions universelles, ça a été une façon aussi de promouvoir ce savoir-faire haut de gamme qui s'est construit au fur et à mesure du temps en France et vraiment le défendre et étendre les parts de marché des différentes filières françaises qui se sont au fur et à mesure positionnées sur du haut de gamme, que ce soit au niveau du parfum ou encore le champagne qui a promu en fait le savoir-faire viticole de cette région spécifique pour en faire un mets d'exception. C'est donc une politique qui s'est faite au fur et à mesure et donc on retrace que c'est cette ancienneté qui fait aussi le socle d'aujourd'hui. Oui, exactement, et donne la crédibilité d'un savoir-faire, mais aussi de produits uniques qui retranscrivent un petit peu cette histoire.
Alors justement, on va reparler de ce soft power un peu, mais en termes de chiffres, que représente l'ensemble du secteur du luxe qui, pour la balance commerciale, me semble-t-il, est beaucoup plus positif que négatif? Oui, en effet, la France est un contributeur excédentaire de la balance commerciale française. On note un niveau d'exportation d'environ 50 milliards en 2023 pour les filières cuir, chaussures, cosmétiques, joaillerie, alors que celle de l'aéronautique, c'est 56,5 milliards d'euros en 2023. Donc on voit bien qu'ils sont là, qui sont assez présents et sont proches de notre fleuron le plus haut, le plus connu, celui de l'aéronautique. Donc ça, c'est un premier point qui montre à quel point la France est performante. Un second point, c'est quand on regarde les parts de marché de la France, des différentes entreprises appartenant aux 100 premières entreprises du marché du luxe, on voit que la France, elle a gagné 9 points de pourcentage entre 2013 et 2022, alors que les États-Unis ou encore l'Italie ont perdu des parts de marché. Ça, c'est un autre point important à souligner. Et dans d'autres, on voit aussi par la création de nouvelles manufactures qui ne cessent d'être mises en avant dans les médias, ou encore par la place prépondérante qu'a le luxe dans la représentation de la France. Et ça s'est vu à la cérémonie d'ouverture des JO. Alors justement, ce soft power, il est bien planté. Mais au-delà, on a aussi quand même une organisation industrielle. C'est ce que vous notez dans votre ouvrage, c'est que il y a une intelligence collective d'organisation industrielle. Parlez-nous-en un petit peu. Alors oui, le marché du luxe, en fait, le luxe français s'est fait à coup d'intégration, que ce soit verticale ou horizontale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont 4 grands groupes qui prennent la tête de ce marché en France. Donc on a L'Oréal, la division luxe, on a Hermès et on a LVMH et Kering. Et LVMH est particulièrement, c'est le premier groupe de luxe au monde. Il a un nombre de marques très important et il s'est construit à partir d'une fusion entre Louis Vuitton et Moët Hennessy. Et à partir de cette fusion-là, en fait, ça a marqué une dynamique où les portefeuilles se sont élargis pour acquérir de nouvelles marques, de nouvelles compétences et diversifier aussi les activités. Louis Vuitton, enfin LVMH, c'est autant du champagne que des parfums, que de la haute couture. Et ça, c'est important de le comprendre. Et c'est une organisation qui permet en fait d'être un peu plus résilient face aux crises, aux fluctuations de la demande, mais aussi de diversifier ses compétences, d'augmenter les économies d'échelle. Pour LVMH, en fait, c'est une même entreprise qui s'occupe de fabriquer les souliers féminins de luxe, sauf pour Louis Vuitton. Donc on voit bien qu'il y a quand même une stratégie à acquérir des marques qui ont déjà un certain prestige au sein de son portefeuille pour pouvoir croître, être plus performant dans un marché qui est quand même compétitif, parce qu'on n'est pas les seuls présents. Hein. Il y a aussi les États-Unis, l'Italie qui a une sous-traitance qui est très réactive, très bien organisée. Donc il faut savoir s'organiser correctement et la France a su. Donc on a LVMH et Kering qui ont adopté ces stratégies d'intégration, en tout cas horizontale, pour amplifier leur portefeuille. Et puis LVMH, Kering et Hermès et aussi L'Oréal dans une moindre mesure ont aussi eu des stratégies d'intégration verticale, c'est-à-dire contrôler l'amont jusqu'à l'aval. Ils sont capables de contrôler, de maîtriser l'ensemble des points de leurs produits, de l'approvisionnement en matières premières jusqu'à la distribution. Et ça a été vraiment important pour eux, puisque c'est ça qui fait qu'ils sont capables de connaître leurs produits, de rester fabricants, qui est leur essence même au départ, hein, que ce soit Hermès qui était cellier ou encore que ce soit Dior qui était la marque Dior, c'était quand même de la haute couture, ou L'Oréal qui s'était toujours spécialisé dans la cosmétique et non dans le parfum. Le parfum, ça a quand même une base très importante en France, hein, que ce soit dans la création des flacons que dans la création des essences entre Grasse, le savon Marseille jusqu'à Paris.
il y a quand même un territoire, enfin un savoir-faire dans les territoires, et puis on a su garder ces savoir-faire pour les amener jusqu'à la distribution, où cette distribution elle est contrôlée, et elle est contrôlée pour correspondre à l'image que souhaitent transmettre les marques. Et cette distribution-là, elle a de moins en moins recours à des tierces, notamment pour les marques les plus prestigieuses, et à de plus en plus de réseaux de distribution en propre. Et notamment ces dernières années, Kering a souhaité intensifier cette politique-là, Hermès bien évidemment aussi, et Louis Vuitton aussi suit cette stratégie. Là, on est en train aussi de parler dans le livre, on voit bien qu'il y a un problème, enfin, quasiment comme dans le militaire, c'est-à-dire il y a un côté très dual, c'est-à-dire que vous avez l'industriel à part entière, mais vous avez aussi quand même la façon, l'artisan. Comment ils arrivent à s'organiser? Alors, l'industrie, on parle d'industrie parce que le luxe, c'est industrialisé. Il y a plusieurs points qui peuvent le noter. On a par exemple un atelier chez Hermès, c'est au maximum 280 artisans ouvriers. Donc c'est quand même conséquent. Ensuite, en termes de volume de production, c'est de la production en petite série, mais c'est de la série tout de même, notamment pour le parfum, qui est devenu une industrie à part entière. Et même Gucci a un directeur industriel. Donc on voit bien qu'il y a une industrialisation des procédés. Il y a un travail à la chaîne et il y a un travail en série. Sauf que ce travail à la chaîne, il reste manuel, ce qui en fait des artisans. C'est important de garder le toucher. C'est important de connaître son produit, notamment pour tout ce qui est le travail du cuir ou le travail du tissu, où là, enfin la joaillerie bien évidemment, où le toucher a son importance puisque la peau, par exemple le cuir, il doit être sans imperfection, donc il faut reconnaître les cicatrices, optimiser la peau pour pouvoir en prendre le maximum, la lisser pour qu'elle soit uniforme, et puis toutes les machines ne passent pas, en fait, ne sont pas faites pour le travail du cuir. Donc il y a forcément la main qui intervient. Et cette main-là, il faut qu'elle soit agile, qu'elle ait une certaine qualité, un certain savoir-faire qui s'acquiert avec beaucoup de temps, et c'est ça qui l'approche de l'artisanat. Mais il faut bien comprendre que c'est un artisanat qui est en série. Ce n'est plus l'artisanat qu'on a en tête, où c'est l'ouvrier seul dans son atelier qui confectionne son produit. C'est un travail qui est quand même dans des volumes importants et ça se voit, ça se voit dans les résultats des grands groupes de luxe, mais ça se voit aussi quand on visite les ateliers. Alors, il y a aussi maintenant de la formation interne. On va carrément déporter sa propre école, enfin, ou la constituer. Oui, alors il y a un enjeu, c'est la transmission du savoir-faire. Donc, comme je l'ai dit, le savoir-faire, c'est ce qui permet de distinguer le produit en quelque chose d'haut de gamme, sophistiqué. Et ce savoir-faire-là, malheureusement, il peut se perdre quand l'ouvrier, l'artisan ouvrier part en retraite. Et c'est notamment le cas actuellement, on est sur une transition, transition de génération, et il faut transmettre ces compétences-là. Et ces compétences-là, elles s'apprennent sur le temps. C'est du temps long et c'est de l'investissement. Malheureusement, une partie des formations se sont restreintes. Et puis, il y a une certaine... les métiers manuels intéressent moins les jeunes que d'autres métiers. Et donc, pour renouveler cet intérêt-là et pour compléter le déficit de formation qu'il y a actuellement, les marques se sont impliquées dedans. Mais elles se sont impliquées, mais elles ne sont pas impliquées seules. Il y a des collectifs comme le comité Colbert qui agit en ce sens pour faire en sorte que les marques puissent trouver le personnel qualifié en France pour pouvoir produire ces biens-là. Et donc pour ça, ce soit avec des événements comme les Demain du Luxe que Colbert anime, ou encore Hermès qui a créé sa propre école des savoir-faire, mais ce n'est pas la seule marque qui crée. Il y a de nombreuses maisons qui ont recours comme à la formation interne, et puis d'autres qui se rapprochent de formations publiques pour pouvoir ensuite engager, soit par alternance, soit par d'autres systèmes, de nouvelles recrues, et pour pouvoir compléter leurs effectifs face à une augmentation de la demande depuis la crise de Covid.
Alors, vous parlez aussi dans le livre de quelque chose d'intéressant parce que en France, on a l'impression d'être souvent assez individualiste. Et là, vous faites la démonstration que ce sont des groupes qui savent jouer collectif, surtout à l'international. Expliquez-nous. Oui, le jeu collectif, c'est en fait senti au fur et à mesure des entretiens. Il ne faut pas romantiser tout ça. Il y a de la concurrence et une concurrence rude entre les marques. Toutefois, les marques françaises, elles s'appuient sur le Made in France. Et ce Made in France-là, il faut le protéger, le défendre et l'étendre. Et donc pour cela, elles sont capables de se regrouper, que ce soit au niveau des syndicats professionnels, mais aussi entre elles, en dehors, pour le défendre et le promouvoir. Et que ça reste un gage d'excellence. Elles se soumettent à ce gage de produire en France, mais elles le défendent aussi, elles le valorisent parce que ça leur permet de tirer toute cette représentation qu'il y a à l'international du produit français qui serait le plus luxueux, le plus excellent. Et donc pour cela, on retrace donc, dès la fin du 19e siècle déjà des mouvements collectifs avec le champagne ils se sont regroupés autour de syndicats lors de l'exposition universelle de 1989 ou encore aussi le parfum qui a su aussi se regrouper en syndicats très tôt et valoriser en fait leurs produits comme étant le produit le plus haut de gamme et le plus exceptionnel. Et c'est par ces mouvements-là où ils ont su que jouer au niveau français pouvait leur permettre d'atteindre de nouveaux marchés et donc d'augmenter leurs profits, qu'ils ont continué à le faire. Et ça se ressent toujours, que ce soit par exemple à l'exposition universelle du Japon où le pavillon français s'appelle l'hymne à l'amour et LVMH est bien évidemment présent, ou encore quand un nouveau mall est créé en Asie et que toutes les marques sont présentes l'une à côté de l'autre parce que c'est aussi un symbole de leur appartenance à ce groupe. Ou enfin dans les nouvelles initiatives qu'il y a autour de la RSE, de toutes ces questions sociétales, environnementales, de traçabilité, durabilité du produit. Et donc, par exemple, LVMH a lancé sa plateforme Aura pour tracer le produit de son approvisionnement jusqu'à la vente aux propriétaires. Et donc, c'est important, en fait, pour elle de pouvoir jouer collectif quand les questions sont transversales à l'ensemble du marché, enfin à l'ensemble du secteur. Quand c'est qu'une question de marque sans le jeu de la réputation collective, elles se font concurrence. Mais quand c'est une réputation qui est collective, qui atteint l'image de la France, là, elles sont capables de chasser en meute, comme on aime bien dire. Donc un exemple pour d'autres secteurs industriels peut-être. Oui, il faut pas romantiser, mais oui, c'est un exemple de pouvoir aussi coopérer quand ça ne va pas, quand il y a des objectifs à atteindre, quand il faut se serrer les coudes. Et bien que de temps en temps, des petits rappels sont faits, des petites piqûres de rappel sont faits, que ce soit après la crise des subprimes en 2008, il y a une charte de bonnes pratiques qui a été à l'initiative du CSF de la filière mode et luxe, et pour rappeler qu'il faut bien traiter ses sous-traitants et ses fournisseurs pour faire en sorte que ce savoir-faire reste, perdure et puisse profiter à l'ensemble des acteurs du secteur. Alors en ce moment, l'économie mondiale a quelques difficultés. Comment vous voyez justement ce secteur français du luxe dans les années à venir? Est-ce que vos interlocuteurs vous en ont un petit peu parlé? Comment ils se projettent à l'avenir? Alors, pour l'instant, le secteur du luxe est aussi dans un état un peu délicat en ce moment, avec un marché qui est bien instable pour tout le monde, un ralentissement de la demande asiatique et en particulier chinoise pour les produits de luxe. Et ça a atteint en grande partie une bonne partie des marques, à l'exception de Hermès qui est positionné sur un segment très haut de gamme, traditionnel, donc qui arrive à résister un peu plus facilement à ces cycles. Mais pour le reste, ils ont pâti de cet état. Et ce qui a été un petit peu dit et conseillé, ça serait de revoir le fameux équilibre entre la rentabilité qui est issue du prix, la qualité,
mais aussi de s'assurer qu'il y ait toujours ce sentiment d'exclusivité, parce qu'ils ont fortement augmenté les prix ces dernières années, mais il faut bien s'entendre qu'une augmentation du prix nécessite forcément un certain niveau d'exclusivité et un certain niveau de qualité. Et donc peut-être s'assurer que cet équilibre soit maintenu, parce que c'est un jeu d'équilibriste d'industrialiser des produits qui sont censés être le plus exclusif possible et le plus rare possible. Et le risque à augmenter les prix sans revoir la qualité et l'exclusivité serait en fait de rendre ce produit un petit peu trop commun et un petit peu trop inaccessible pour une partie quand même de la population. Parce que le luxe s'adresse aux plus aisés forcément, puisque c'est un bien qui est cher, coûteux, mais il y a quand même de l'entrée de gamme qui attire certains clients qui souhaitent avoir ce type de produit. Et donc pour cela, il faut s'assurer que voilà, qu'il y ait le bon équilibre pour répondre au plus près de la demande. Et donc revoir l'équilibre, s'assurer qu'il y ait bien en effet de l'entrée de gamme qui correspondent aux critères des clients, mais que les produits les plus exclusifs soient au prix et avec la qualité la plus haute possible. Marie Desjeux, merci beaucoup pour cet entretien. Donc je conseille à tous les Gazards de lire ce petit ouvrage qui est très documenté et qui nous permet de mieux plonger, de mieux comprendre l'univers du luxe. Merci encore pour votre visite sur AMTV. Merci.